Bonjour, bienvenue à l'émission Point de vue. Ce dimanche 2 juin, je reçois Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur le ministre, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, monsieur Omar Nying. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, leader de la plateforme Sénégal Avenir Bugnou Begue, vous étiez candidat à la dernière présidentielle. Sous cette casquette, d'ailleurs, nous évoquerons le débat politique en deuxième partie d'entretien. Mais d'abord, cette journée d'investissement humain axée sur l'assainissement. On a vu la portée avec la mobilisation derrière les hautes autorités. Comment comptez-vous maintenant relever le défi de la pérennisation? Merci beaucoup pour cette question qui me donne l'occasion de revenir sur cette journée extrêmement importante. Et je voudrais commencer par remercier Monsieur le Président de la République, d'abord pour l'initiative qu'il a prise de lancer cette journée dénommée Setal Suñu Réew. Vous savez, Omar, qu'un pays, pour faire nation, quelquefois, il a besoin de se donner des objectifs très élevés, de se donner des défis à relever. Et nous avons traversé dernièrement, ces dernières années, des moments très difficiles dans notre pays. Et il était important que nous nous retrouvions autour de quelque chose. Et comme il avait déjà dit qu'il faudrait tout faire pour reconstruire la citoyenneté, renforcer le lien entre le citoyen et l'État, disons, consolider les acquis du vivre ensemble, il était important que nous fassions quelque chose. Et il a choisi de le faire autour de cette journée qui, dans le contenu manifeste, c'est la lutte contre les inondations pour anticiper. Mais dans son objectif latent, c'est aussi ça, de rechercher à faire en sorte que les Sénégalais se retrouvent autour de quelque chose et agissent avec des résultats. Et je m'en félicite beaucoup. Et je remercie aussi monsieur le Premier ministre qui est sorti. Et c'est d'ailleurs un des bons résultats de cette journée, c'est d'avoir eu les deux plus hautes autorités de la République, de l'État, le président de la République à Thiaroye, avec un message extrêmement fort sur le vivre ensemble et sur l'engagement citoyen et patriotique, et avoir, après le Premier ministre à Sangalkam, au quartier Kausara, tenir un autre discours complémentaire du premier, mais mettant l'accent sur le fait anthropique, le fait que c'est par nos comportements quelquefois que nous créons les conditions des inondations parce que nous nous installons dans des zones non édificantes, avec des responsabilités partagées, celles de la population, mais aussi celles de l'État, parce que ce sont les services de l'État qui délivrent des permis de construire, des autorisations et qui donnent des terrains dans ces zones. Je voudrais également, Omar, parce que c'est important pour la suite, remercier le peuple sénégalais pour sa mobilisation. J'ai déjà reçu hier soir tous les rapports venus des 14 régions que les gouverneurs ont élaborés, qui montrent effectivement que toutes les composantes, tous les segments de la communauté nationale sont sortis. Et là-dessus, voir les Sénégalaises et Sénégalais marcher et travailler aux côtés des forces de défense et de sécurité, des agents de l'État, c'est quelque chose de très, très important dans l'imaginaire collectif pour dire finalement que nous sommes tous ensemble. Exact. Et je finis par aussi remercier tous mes collègues ministres. Vous voyez que le président nous avait dit que c'est aussi un moyen de mutualiser, parce que le phénomène des inondations est un phénomène complexe qu'on ne peut pas résoudre seulement avec une approche unilatérale ou linéaire par un seul ministère. Il nous a dit travailler ensemble et on a décloisonné. Et tous les ministères ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre ces objectifs et j'en suis très, très heureux. Et c'est d'ailleurs là le moyen, comme vous le dites, de pérenniser et de continuer. Ce n'est qu'une étape. Le mois prochain, il y aura une autre journée nationale de nettoiement, sans doute sur un autre thème, peut-être porté par un autre ministre. Et c'est la même mobilisation et le même engagement pour une appropriation durable par les citoyens et les communautés des politiques publiques. L'État ne peut pas tout faire. Et ce sont les citoyens qui doivent prendre en main la destinée du pays. Voilà, en termes de pérennisation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des comportements qui sont là, qu'on connaît. On va vers la Tabaski, qui est un événement à l'issue duquel, généralement, des déchets sont souvent jetés dans les canaux qui viennent d'être curés. Ça veut dire que l'exercice est complexe et difficile. Justement, quelles sont les actions qui sont prévues à votre niveau? Alors déjà, le fait d'avoir impliqué très fortement la communauté, c'est pour leur dire, si vous vous êtes donné autant de peine à nettoyer le quartier, à curer les caniveaux, à balayer, c'est pour ne pas aussi, 2 semaines après, revenir y jeter des immondices et des déchets. Parce que si vous le faites, nous vous appellerons encore à y retourner pour les curer. Donc autant éviter ça. Donc vraiment, on va continuer la sensibilisation. Comme je l'ai dit hier, c'était la journée de lancement.
Moi, j'y retournerai déjà dès mardi sur le terrain. Je ferai encore les sites de Dakar. Et les gouverneurs ont reçu des instructions et l'ensemble des autres autorités pour continuer le suivi sur le terrain. On fera beaucoup de sensibilisation parce que les Sénégalais, je suis persuadé, moi j'ai une opinion très positive du peuple sénégalais et je sais qu'ils veulent le bien, leur bien et le bien des autres. Et c'est souvent parce qu'on a laissé perdurer et s'incruster dans nos habitudes un certain nombre de comportements déviants. Mais lorsqu'on attire leur attention sur le fait que finalement, ils perdent et tout le monde perd en gardant des comportements d'un certain type, ils peuvent changer, s'ajuster. Et je crois que ce que j'ai vu ces dernières années, avec cette forte mobilisation populaire pour faire changer le pays au plan politique, aujourd'hui, ils veulent y aller et continuer à donner cette contribution pour que les choses se réalisent. Je crois qu'ils sont assez réceptifs à certains discours. Et ce qu'ils voulaient, et ils l'ont maintenant, avoir des dirigeants qui viennent mouiller le maillot à leur côté. Et ça ne changera plus. En ce qui me concerne, je serai un ministre qu'ils verront tous les jours sur le terrain, avec eux, à chaque fois que nécessaire est possible. Je serai avec mes bottes ou avec mes gilets, avec les populations. Il faut les préparer parce que vous aurez à faire beaucoup de terrain. Sans doute, merci. On attend beaucoup de pluie, justement, abondante, semble-t-il. Et comme chaque année, il y a la cause des inondations qui est présente. Ces opérations pré-hivernage, c'est vrai, sont utiles et importantes, mais ça ne règle qu'une partie du problème. Il y a des zones critiques, non édificantes. Est-ce que vous avez procédé à leur identification et voir peut-être quelles sont les mesures à prendre pour gérer le phénomène? Oui, absolument. D'abord, comme vous le dites, il y aura sans doute beaucoup de pluie. Et il faut s'en féliciter parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Nous ne devrions jamais avoir peur de recevoir assez de pluie, même si ça peut nous causer quelques torts. Et l'ANACIM nous dit que l'hivernage sera pluvieux, précoce, et il y aura aussi des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut recevoir des pluies en quantité exceptionnelle dans un laps de temps très court. Et quand c'est le cas, même dans des pays extrêmement développés, comme ça a été le cas récemment à Dubaï, vous avez vu les images, mais aussi au Kenya, au Brésil ou même aux États-Unis quand ça arrive, les réseaux ne peuvent pas supporter une certaine quantité de d'eau dans un laps de temps court. Donc ça pourrait arriver. Ce qui va se passer, c'est que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons anticipé en curant les caniveaux pour que l'eau puisse couler. Mais quand ça arrivera, nous avons mis en place tout un dispositif d'abord de pompage. Mais quand on pompe, il faut mettre quelque part. C'est ça. Donc, après ce travail de curage qui va continuer d'ailleurs, nous avons déjà identifié autour de Dakar, déjà dans la zone qu'on a visité avec M. le Premier ministre hier à Kausara, à Sangalkam, identifié un espace où on fera un bassin. Justement, c'est d'ailleurs l'armée nationale, puisqu'elle s'est beaucoup impliquée dans ce travail, qui fera un grand bassin de rétention qu'on n'avait pas avant, mais que nous allons réaliser pour drainer vers ce bassin beaucoup d'eau dans les quartiers alentours. Nous avons aussi identifié un peu plus loin dans le DAC, le domaine agricole communautaire de Sangalkam, de l'espace où nous aurons 2 bassins de 2 hectares chacun qui pourront aussi recevoir énormément d'eau et c'est aussi l'armée nationale qui va faire ça. Nous allons aussi libérer des voies d'eau parce qu'il y a des espaces qui sont obstrués par l'occupation anarchique. L'État prendra ses responsabilités pour les libérer, pour que les eaux coulent vers ces bassins. À Dakar, par exemple, la zone de captage, le bassin que vous connaissez, qui reçoit aujourd'hui, peut contenir 170 000 mètres cubes, que nous allons faire passer à 250 000 mètres cubes pour cet hivernage à venir. Les travaux vont se faire très rapidement aussi. Et tout le reste du pays est aussi concerné. À Touba, j'y étais récemment lors de ma première visite. J'ai identifié les chantiers en cours et tout le dispositif est en train d'être accéléré. Parce que j'avais trouvé même que une des entreprises qui faisait ce travail était à l'arrêt, puisque l'État lui devait de l'argent, certains décomptes avant notre arrivée. Et j'ai tout de suite donné les instructions et le ministre des Finances nous a beaucoup appuyé sur instruction du président et du Premier ministre pour diligenter les paiements afin que l'entreprise reprenne. Et c'est le cas, ils ont déjà commencé le travail. Et à Touba aussi, la collectivité locale, la mairie, Touba Tchakanam et toutes les autres composantes sociales de Touba sont à pied d'œuvre pour nous aider à aller dans ce sens. Il y a aussi Joal, qui est une zone très, très sensible, Thiès, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack, comme vous savez, tout le pays, il y a des choses. Mais toutes ces zones sont identifiées parce qu'on a un dispositif technique très élaboré qui nous a permis d'identifier l'ensemble des zones rouges, les zones vraiment très, très sensibles.
Et pour chacune de ces zones, nous avons prévu ce qu'il faut en anticipation, mais quand l'eau arrivera, un dispositif de pompage et de libération des eaux. Donc ça va être un chantier national. C'est national. On a l'impression parfois que bon, c'est Dakar et sa banlieue, mais dans l'intérieur du pays également. Alors, c'est exactement ce que nous allons faire, parce que justement dans cette volonté de garantir l'équité et la justice pour tous, parce que partout où se trouve un Sénégalais, il reste un Sénégalais, il faut aussi se donner les moyens de l'aider. Aucune région ne sera laissée en rade, maintenant tenant compte des moyens de l'État. C'est ça. Et c'est pour cette raison que nous avons à cœur de mutualiser, parce que si nous segmentons les choses, on n'aura pas assez de ressources. Mais en les mobilisant, on gagne en efficacité, et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons même acquis un radar qui nous permet non seulement de dire la pluie tombera, parce que d'habitude la météo pouvait dire il pleuvra demain à Dakar ou sur la bande littorale, comme on a l'habitude de voir. Oui. Mais avec ce radar, on peut se dire non seulement il va pleuvoir à Dakar, mais ce sera à la Médina. Et à la Médina, on s'attend par exemple à 100 mm d'eau entre midi et 14 heures. Vous savez qu'on a donc un peu plus de précision. Ce qui nous permet non seulement de préparer un dispositif, mais de dire à la population de la Médina, attention, demain, de telle heure à telle heure, il se pourrait qu'il se passe ça. Évidemment, ça reste des phénomènes météorologiques. On sera dans des fourchettes et il y a toujours une dose de probabilité. Mais en leur disant, attention, si vous pouvez faire des provisions, si vous voulez aller au marché, faites-le, évitez de laisser sortir les enfants. Et ça prépare déjà l'opinion. Et on peut dire aux jeunes du quartier, préparez vos brigades de surveillance parce que vous aurez à y retourner. Et moi, c'est une innovation, ça. Voilà, et moi, ministre, je préparerai mes bottes en sachant que j'irai sur le terrain parce que la pluie arrivera. On ne peut pas ne pas l'empêcher d'arriver, mais on ira tout de suite après pour faire ce qu'il faut. C'est tant mieux. Alors, des travaux d'urgence sont souvent faits dans le cadre, par exemple, du plan Orsec, mais des ouvrages sont aussi réalisés dans le cadre de ce plan de lutte contre les inondations. Entre l'existant que vous avez trouvé et la stratégie que vous allez déployer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, alors vous avez raison de dire que beaucoup d'argent a été investi. Le président l'a précisé hier, beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Rien que pour le plan dont vous parlez, le plan décennal de lutte contre les inondations et d'adaptation au changement climatique, le projet. 717 milliards de francs CFA sur une dizaine d'années. C'est énormément d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats. Sans doute, il y a des infrastructures qui ont été construites. Il y a des résultats dans certaines zones. Il y a beaucoup de quartiers qui étaient souvent sous les eaux, qui ne le sont plus. Il faut s'en féliciter. Mais il est évident qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de résultats pour une somme aussi importante. Sur 10 ans. Même sur 10 ans. Mais pourquoi on n'a pas tous les résultats escomptés? C'est parce que peut-être il y a un problème dans l'efficacité de la gestion, dans la façon dont l'argent a été dirigé ici ou là, selon les choix qui ont été faits. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a dit qu'il faut auditer cela. Auditer, ce n'est pas seulement dans l'intention tout de suite de... Parce qu'on ne peut pas dire on va auditer et avoir des conclusions en amont. C'est de dire nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément des détournements. On ne le voit pas tout de suite sous cet angle-là. C'est peut-être des mauvais choix techniques, technologiques, infrastructurels. Et ça permet de réorienter pour que quand on va faire aussi d'autres choses, que ça change dans l'approche et dans la façon de faire. Donc voilà pourquoi ça sera audité au plan financier et technique pour en apprendre, tirer des leçons et éviter que cela se reproduise. Parce que quel que soit ce que vous mettez en investissement dans l'infrastructure, si, comme je l'ai dit, vous ne réglez pas la question du comportement humain, vous avez le même problème. On dit souvent d'ailleurs que les inondations se sont déplacées de la Dakar, sa banlieue proche, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, vers maintenant le département de Rufisque, notamment Sangalkam. Alors nous, on leur dit non, ce ne sont pas les inondations qui se sont déplacées, ce sont les comportements humains qui ont été déplacés peut-être dans d'autres. C'est le fait anthropique dont j'ai parlé. Le quartier Kausara que nous avons visité, lorsque nous avons fait nos estimations, parce qu'on a avec les photos satellites, tout le travail technique a été fait. Et hier, on a montré au Premier ministre sur des cartes toutes les zones rouges qui étaient formellement interdites d'occupation. On a dit personne ne peut s'installer sur ces zones. Et pourtant, on a trouvé des quartiers, on a trouvé des écoles, on a trouvé des mosquées. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a signé pour qu'on donne ces terres à des promoteurs privés. Et ça, c'est pas nouveau. Qui ont morcelé, vendu à des populations sans leur dire que ce n'est pas possible d'habiter là. Et donc, nous avons trouvé un quartier où, une bonne partie de l'année, ceux qui ont investi le fruit de leur labeur de toute une vie ne peuvent même pas occuper les maisons qu'ils ont construites parce que
c'est pas possible. Mais est-ce que ce déplacement-là aussi n'est pas lié à la qualité des ouvrages qui ont été réalisés? L'évaluation, l'audit, c'est aussi ça, c'est de voir ce qui a marché, ce qui a permis à tel ou tel quartier de sortir des inondations et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour d'autres. Oui, exact, mais je disais que l'audit permet parce que c'est aussi l'audit technique de l'infrastructure. Nous avons vu des ouvrages réalisés qui ont coûté très cher, mais qui ont été tout de suite emportés quand les eaux sont arrivées. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on y a mis le budget qui était prévu pour l'ouvrage? Est-ce que le choix technique et technologique était adéquat? Ou est-ce que les entreprises ont fait le travail qui était attendu d'eux? Ça, c'est ce qu'il faudra comprendre pour éviter justement de mettre de l'argent avec un résultat médiocre. Mais ce qui est important et qui justifie cet audit et tout le reste, c'est que nous sommes en train de tout faire pour gérer une situation d'urgence. Je disais hier que nous sommes arrivés au pouvoir il n'y a même pas encore 2 mois. Oui. Moi, j'ai fait mes passations le 12 avril, donc un peu moins de 50 jours, ce qui fait qu'on ne peut pas déjà dire on règle les problèmes qui vont arriver dans 2 mois. Bien sûr. Nous sommes en train de tout faire pour anticiper, pour atténuer, disons mitiger, c'est une approche de mitigation des risques d'inondation qui pourraient arriver, pour passer l'hivernage avec le moins de tort possible. Nous voulons être très réalistes et tenir à nos concitoyens un langage de vérité. Malgré ce que nous avons fait hier, malgré ce que nous allons faire dans les semaines à venir, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas d'inondation parce que ça dépendra de la quantité de pluie. Mais vous nous avez déjà vu et vous nous verrez encore sur le terrain pour faire tout pour que ça soit atténué. Oui. Mais le temps qui va passer de maintenant à l'hivernage, parallèlement à ce que nous allons faire sur le terrain, nous avons déjà engagé dès mon arrivée une réflexion stratégique sur l'élaboration de la politique de gestion des inondations, de la politique sur la maîtrise de l'eau, sur l'assainissement et autres, pour qu'on déclenche, nous, le processus adossé à la vision politique du président de la République, qui m'a matérialisé maintenant ce qu'il voulait faire sur ce secteur, notamment à travers des changements structurels et durables. Nous ne voulons plus, après quelques années, revenir à la même situation hantée. Nous voulons avoir une approche qui règle définitivement le problème de l'assainissement à Dakar, dans les régions, mais également l'accès à l'eau potable et à d'autres choses. Juste un exemple pour vous donner une idée de l'orientation que nous allons prendre. Nous avons identifié des bassins dans le domaine agricole communautaire de Sangalkam. Oui. Ces bassins n'existent pas au moment où je vous parle. Nous allons les faire. Pourquoi? Nous allons les faire parce que nous voulons soulager des quartiers, drainer des eaux dans ces bassins. Mais si on les a mis dans ce domaine agricole communautaire, ce n'est pas pour rien. C'est pour, dorénavant, ne plus drainer les eaux pluviales vers la mer et les perdre. C'est pour nous permettre de les drainer vers des zones agricoles où on peut les récupérer et pendant 4 ou 5 mois après l'hivernage, continuer à pouvoir alimenter et arroser des champs. Parce que c'est un domaine agricole et en y mettant des bassins de rétention qui vont capter beaucoup d'eau pluviale, que d'habitude on perdait dans la mer, aujourd'hui on peut les capter. Donc c'est une partie de l'orientation politique qui sera la nôtre après cet hivernage. Et ça amènera sans doute des solutions plus structurelles, plus durables, de manière à gérer mieux. Mais même, ça aussi je veux vraiment le préciser, quand des villes les plus développées au monde, quelquefois avec le changement climatique, peuvent être soumises à ces phénomènes et avoir des problèmes, le phénomène des inondations, il faut le comprendre, c'est complexe à gérer, donc il faut une approche aussi très holistique, en réglant les choses qui doivent être réglées avec une approche très structurelle, mais à chaque fois en s'adaptant. À chaque fois que le climat change et crée des défis, il nous faudra en ce moment-là avoir une réponse appropriée, importante, qui soit à la hauteur de C'est important. C'est important toujours de savoir ce que vous avez décidé de faire dans ce secteur de l'assainissement, parce que, évidemment, au-delà des eaux pluviales, l'assainissement, c'est également d'autres phénomènes. Les eaux qu'on connaît, les eaux domestiques, les eaux usées domestiques. Finalement, c'est un département ou c'est un volet de votre département assez complexe et qu'il faut adresser avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie. Bon, l'énergie, nous en avons. Nous avons la volonté, sans doute. Il faut, on a aussi un peu, on va dire, l'expertise, le gouvernement, l'administration publique, les institutions de recherche qui sont dans le pays.
ont vraiment travaillé sur ces phénomènes, ont des solutions, ont des propositions. Il y a beaucoup d'expertise dans le pays et on s'en rend compte quand on est à ce niveau-là. Et c'est cela qu'il faudra maintenant organiser avec efficacité et avoir une approche économique qui soit différente. Par exemple, pour la gestion des eaux usées domestiques, nous ne sommes plus aussi dans la logique de récupération, de pompage et puis qu'on les jette. Nous réfléchissons dans l'approche dont je vous ai parlé pour réfléchir sur la politique sectorielle, la nouvelle dans ce secteur, de développer une économie circulaire, de ne plus les jeter parce que c'est une ressource. En fait, le déchet n'est pas un déchet. Le déchet est une ressource, qu'elle soit de déchets solides ou liquides. Et nous, comme au niveau de l'assainissement, on s'occupe de déchets liquides, nous allons mettre en place très rapidement tout un dispositif de récupération, de recyclage, pour avoir après bout de vidange, d'eau un peu plus utilisable pour l'agriculture. Et c'est tout cela qu'on va redrainer vers les zones agricoles. Donc notre objectif, c'est d'arriver à un point où, un pays comme le Sénégal, on se dise qu'il n'y a plus d'eau à jeter parce que toutes les eaux sont utiles. Lorsqu'elles sortent des maisons en étant de l'eau usée, on peut les récupérer dans les stations de traitement et puis après les utiliser dans les zones. Donc c'est un travail qui ne se fait pas en un mois, mais notre vision est très très claire là-dessus et c'est vers cela que nous tendons. Ouais. L'hydraulique maintenant, l'accès à l'eau à un coût raisonnable, une eau de qualité, c'est ça l'idéal. Et quelle est la politique que vous mettez en œuvre dans ce volet-là pour justement répondre aux attentes des populations? Oui, c'est aussi un défi, un gros défi, mais comme je le disais d'ailleurs, un de mes collègues me disait, peut-être j'ai le point zéro du gouvernement, parce que si lui, il s'occupe d'agriculture, c'est mon collègue Mabouba Diagne, avec qui je travaille beaucoup, qui me dit, pour qu'il réussisse l'agriculture, il ne peut pas compter seulement sur la pluie, il faut de l'irrigation. C'est ça. Et pour qu'il le fasse, il faut que je lui apporte l'eau là où il veut faire de l'agriculture et de l'élevage. Donc vous comprenez que c'est cette jonction entre ces deux qui constitue un peu la matière première de tout ce qu'on va faire après. Alors, c'est important. Nous avons également là, adossé au projet pour un Sénégal souverain et prospère, une vision sur la maîtrise de l'eau. Nous avons trouvé beaucoup de défis sur l'accès à l'eau potable, à la fois à Dakar, dans les zones urbaines, mais aussi dans le monde rural, parce que ce secteur de l'eau potable est segmenté en deux parties, dans les zones urbaines et puis l'hydraulique rurale. Ouais. Dans les deux, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans le premier hydraulique urbain, un peu plus d'accès dans les grandes villes, mais le coût reste pour la population cher. C'est ça. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait un décret et un avenant qui acceptait d'appliquer un ajustement tarifaire pour augmenter légèrement le prix de l'eau. Parce que Sen'Eau, comme SONES, ont un problème d'équilibre financier. Lorsque j'ai trouvé ça sur la table après la passation de service, j'ai informé les autorités, le président de la République et le Premier ministre en leur disant voilà ce que j'ai trouvé sur la table, mais pour moi, il est exclu qu'on accepte d'augmenter le prix de l'eau dans ce contexte. Nous, on vient, c'est pour réduire les coûts de la vie, c'est réduire le prix. Je ne peux pas, quelle que soit la raison qui m'a été donnée et expliquée, puisque j'ai trouvé aussi la justification de cette mesure. J'ai dit, pour moi, c'est inacceptable que cela se passe, donc j'ai annulé. Et j'ai demandé au service de me trouver une alternative. Et au moment où je vous parle, ils y travaillent et je suis sûr que dans les prochains jours, ils me trouveront une alternative qui règle la question de l'équilibre financier de Sen'Eau et de SONES sans toucher au prix de l'eau. Parce qu'il faut juste réfléchir pour trouver des solutions et nous avons à cœur de les trouver. Mais aussitôt après, avec les nouvelles mesures et l'orientation politique, notre option, c'est de produire suffisamment d'eau, puisque quand l'offre est généreuse et nombreuse, ça détermine aussi la demande, le prix. Et comment le faire? Parce que nous avons trouvé ici, pour le Dakar, en fait, tout le réseau affermé géré par Sen'Eau, par exemple, c'est avec les transferts depuis le lac par les KMS et autres. Et puis un réseau de forage qui augmente. Mais nous savons que dans cette zone autour de Dakar, il y aura sans doute un stress hydrique. On aura des défis si on n'augmente pas la production qui viendra dans la zone Dakar-Thiès-Mbour, entre autres. C'est aussi le cas ailleurs dans le pays. Il faut trouver une solution. L'une des solutions préconisées jusqu'ici, c'est par exemple, vous avez entendu parler de ça, j'ai même visité l'usine de dessalement de l'eau de mer, des Mamelles. Des Mamelles, oui. Mamelles, c'est très très avancé. Ce n'est pas quelque chose qu'on va remettre en question maintenant puisque l'usine est déjà presque terminée. Donc il faudra continuer parce que c'est ce que j'ai dit, on a trouvé des choses.
qu'il faut peut-être ajuster, changer l'approche un peu, revoir le modèle, mais poursuivre. Parce que ça donne... Mais qu'est-ce qu'il faut ajuster à Mamel? Mamel va donner 50 000 mètres cubes. Oui, c'est pas suffisant. Première phase, 50 000 mètres cubes. Mais évidemment, c'est presque une goutte d'eau dans la mer au regard des besoins. Oui. Il faut faire passer à 100 000 mètres cubes. L'usine est en train d'être construite pour pouvoir passer à 100 000 mètres cubes sans autres grands investissements sur l'infrastructure. Ça, c'est quelque chose que nous allons accompagner. Oui. Il y aura 50 000 mètres cubes dès la fin des travaux, mais il nous faudra 50 000 autres. Et ça, c'est quelque chose que nous allons nous voir, parce que ce sera sous notre gestion que cela arrivera. Maintenant, il y avait aussi un autre projet dont vous aviez entendu parler. Une deuxième usine de dessalement avec de Lac Rose. Vers le Lac Rose avec les Saoudiens. Là-dessus, on a déjà aussi dit l'orientation du gouvernement, puisque c'est un dossier que nous avons trouvé sur la table. Aujourd'hui, c'est entre les mains de nos services techniques, nos services juridiques, nos services techniques et autres, pour l'évaluer et regarder, puisqu'on a dit clairement l'option dessalement, nous avons trouvé Mamel. Comme je l'ai dit, on continue parce que c'est déjà presque fini. Mais l'autre qui n'a pas commencé, ne correspondant pas à l'option du gouvernement de régler la question de l'eau potable, nous n'allons pas continuer dans ce projet. Nous allons trouver une alternative et cette alternative va être déployée un peu partout dans le pays avec une option sur le lac de Guiers ou sur le fleuve Sénégal. Nous avons démarré les discussions avec nos autres homologues des pays, notamment de l'OMVS, puisque c'est une ressource partagée qui est gérée avec d'autres pays. Mais nous avons là-dessus également beaucoup de visions très claires. Nous avons des solutions qui vont sans doute être démarrées. Les études sont en train d'ailleurs d'être accélérées. Vous avez entendu parler de l'ancien projet du canal du Cayor, oui. Le canal du Bawol, la revitalisation des vallées fossiles. C'est ça que vous allez déterrer? Pas sous la même forme. Évidemment, ce sont des projets qui avaient beaucoup d'ambition, on les a vus, qui avaient une ambition extrêmement généreuse et c'est ce qu'il fallait faire à cette époque-là. Mais les conditions politiques et peut-être financières n'étaient pas appropriées, ne nous permettaient pas de le faire. Ça changera le modèle, le rationnel, les choix techniques, le tracé et beaucoup d'autres choses. Mais c'est quelque chose que nous sommes en train d'envisager très fortement. Et je l'ai dit, c'est une ressource qu'il faut gérer en partenariat avec nos pays, les voisins. Et nous avons déjà enclenché toutes les discussions avec eux. Figurez-vous que c'est 13 milliards de mètres cubes. Et là, c'est vraiment hypothèse basse. D'eau douce que nous perdons chaque année du fleuve Sénégal vers la mer, que nous jetons carrément. Très bien. De l'eau douce qui peut justement être réorientée pour irriguer le Sénégal. Et notre ambition, c'est de mettre de l'eau partout où l'agriculture doit se faire. Ok, mais ça, c'est pas maintenant. C'est au moins du moyen terme. C'est pas maintenant. Nous sommes dans des délais qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici. Nous avons lancé une dynamique d'accélération. L'ambition, on n'en parle plus. La vision est très claire. Les choix techniques, comme je l'ai dit, nous ne partons pas de zéro. Parce que lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une sorte de foire quasiment de projets, des dizaines. Chaque projet voulant régler un point ponctuel, une petite solution quelque part pour 1 an ou 2 ans et passer à encore un autre problème. On a dit qu'il faut arrêter ça et aller vers une ambition, un projet beaucoup plus structurant qui sera plus durable. Et comme chacune de ces études existait déjà, ce que nous sommes en train de faire en ce moment même, des experts sont en train d'y travailler de manière inlassable, c'est de travailler à les fédérer et à faire une synthèse globale de l'ensemble de ces projets et programmes et de pouvoir les dérouler. J'ai été, lors de mon voyage à Bali au Forum mondial de l'eau, j'ai rencontré par exemple le ministre de l'hydraulique du Maroc. Je sais que l'Égypte est en train de faire aussi un projet similaire et d'autres. Lorsque j'ai échangé avec eux, j'ai vu que contrairement à ce qui se faisait sur des projets de cette nature qui prenaient des décennies, il est possible avec certaines techniques de réalisation d'aller très très vite. Et ils ont fait presque des délais records en construction. Et ça, je sais que c'est possible. Donc, on est en train vraiment de tout faire. De s'en inspirer. Pour avoir des résultats significatifs, mais vraiment dans des délais extrêmement courts. Maintenant, sans préjudice de toutes les autres options, puisque les urgences sont là. Et on a déjà aussi une vision claire de ce qu'il faut faire pour parer à toutes les urgences, aussi bien pour Dakar que pour le reste du pays. Mais dans tous les cas, l'option deuxième usine dessalement, c'est exclu. Non, ça ne correspond pas vraiment à l'option du gouvernement, puisque nous avons d'ailleurs déjà informé nos partenaires et nous sommes prêts aussi à les recevoir et à échanger
à discuter sur d'autres modalités, d'autres options, parce que nous restons ouverts à la coopération avec ce pays, avec toutes les autres entreprises qui peuvent nous apporter des solutions. Mais on fera les choix que nous avons et qui correspondent à notre vision du développement. On ne veut pas d'options vraiment à court terme, parce que juste il y a une offre financière qui est arrivée. Nous voulons des options à long terme qui correspondent vraiment à notre vision du développement. Parfait. Alors, l'hydraulique rurale, souvent des bisbilles, je ne vais pas citer de nom, mais souvent des promoteurs ne s'entendent pas avec les populations sur la qualité de l'eau. Vous avez certainement écho de cela. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Alors, nous allons lancer... J'ai déjà reçu toutes les parties parties prenantes ou parties à la problématique de l'hydraulique rurale. D'abord, de mon point de vue, cette segmentation hydraulique urbaine et hydraulique rurale pose problème. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Parce que c'est comme s'il y a un Sénégalais urbain qui a beaucoup d'attention, un Sénégalais rural qui, lui, vit des problèmes d'équité, quoi. Voilà, il y a un problème d'équité. Et j'ai reçu les responsables ou représentants de ceux qui gèrent les forages au niveau rural. J'ai aussi reçu, par mon directeur de cabinet, puisque j'étais en voyage, mais je les recevrai personnellement, tous ceux qui sont les représentants des fermiers, des compagnies qui gèrent l'hydraulique. Le problème est réel. Il ne faut pas avoir aussi une approche tout de suite de dire, voilà, il faut trouver la solution tout de suite. Il faut discuter. Et je suis prêt à ouvrir, on va le faire d'ailleurs pour le secteur, les concertations nationales sectorielles sur l'eau et l'assainissement. Elles seront très inclusives et l'ensemble de ces acteurs viendront pour discuter de toutes les questions liées à l'eau, sans aucun problème ou limite dans la réflexion. Parce que je leur dirais, vous êtes dans un espace, discutez et proposez-nous les meilleures actions ou les meilleurs axes stratégiques pour nous permettre de... Et là, tous ces acteurs se mettront face à face avec une option positive pour discuter et co-construire quelque chose. Et là, ils feront ensemble le diagnostic. Lorsque l'évaluation a été faite sur la gestion de l'hydraulique rurale avec les contrats d'affermage et autres, on a vu qu'il y avait beaucoup de complaintes. Et figurez-vous que le problème que là où je reçois le plus d'informations ou de complaintes me venant c'est dans la gestion des forages ruraux. Quand je suis revenu de Bali, j'ai trouvé au moins 1600 messages qui m'ont été envoyés via mon compte WhatsApp, Facebook, Messenger, puisque j'ai demandé qu'on me récupère toutes ces demandes. On a même mis en place un dispositif avec une application qui permet de classer ces messages par ordre d'importance entre ceux qui n'ont pas de forage, ceux qui ont des forages en panne ou ceux qui ont d'autres types de problèmes, pour demander au ministre d'agir. Et je, d'ailleurs, profite de cette antenne pour leur demander un peu de patience, puisque le problème est énorme, mais on a vraiment à cœur de venir à bout, et ça nous prendra le temps d'abord de réflexion pour comprendre, et ensuite pour l'action. Et l'Office des forages ruraux fait déjà ce travail de tampon entre le ministère et les fermiers et les populations, et nous avons vraiment commencé la réflexion pour apporter. D'ailleurs, il y a beaucoup de zones où, quand la solution peut se faire vite, on a déjà démarré. Beaucoup de demandes que nous avons reçues sont en train d'être traitées, les unes après les autres. Mais il y aura une vision également, comme nous l'avons sur l'urbain, avec ces grands transferts et autres, nous voulons aussi dans le monde rural avoir une solution durable et définitive. Aussi bien sur l'accès à l'eau en quantité et en qualité, ça c'est vraiment une ambition. Et nous espérons que dans un délai très court, pouvoir y arriver. Mais aussi sur la gouvernance qu'il faudra réformer. Une réforme, c'est la réforme de 2014 par exemple sur l'hydraulique rurale, elle a des acquis et elle a aussi des inconvénients. Il faudra la revoir et trouver la meilleure façon qui satisfasse vraiment l'ensemble des consommateurs. On va s'en arrêter là pour ce qui concerne l'institutionnel, parce que c'est évidemment très vaste, l'hydraulique et l'assainissement. Il faut vraiment plusieurs émissions même pour en parler. Alors récemment, le Premier ministre a fait une sortie parlant de déstabilisation du pays par une nouvelle opposition. Évidemment, c'est des propos qui ont provoqué des réactions. Comment comprendre cela? Oui, le Premier ministre est évidemment libre. Il a fait son analyse de la réalité actuelle et il en arrive à cette conclusion que je partage lorsqu'il s'agit de dire
que quand un gouvernement arrive, il y a tout juste 2 mois, comme on l'a dit tout à l'heure, moins de 2 mois, il y a des choses qui sont parfaitement compréhensibles. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, qui peut accepter n'importe quelle critique lorsqu'elle a une vocation constructive. Mais lorsqu'il s'agit simplement de faire des choses pour nuire, sans forcément donner des propositions ou même prendre en compte le fait qu'un gouvernement qui arrive en moins de 2 mois ne peut pas de toute manière prendre certains types de mesures. Ce qu'il doit faire, c'est, après avoir fait le diagnostic, prendre en main les dossiers, rentrer en service et lancer un dispositif d'évaluation, d'audit s'il faut le faire. Et il a dit qu'il faut auditer tout ce qu'il y aura à auditer. Mais lorsque le gouvernement est engagé dans ce processus et que ceux qui sont derrière cherchent plus la petite bête qu'autre chose, là, ça peut créer quelques frictions. Et c'est regrettable, puisqu'on peut éviter ça. Nous, on vient de l'opposition, on a aussi eu des postures par rapport à un gouvernement. Donc, nous sommes sans doute bien placés pour pouvoir en écouter, en recevoir et à les prendre en compte lorsqu'elles sont justifiées. Mais ce qui serait dommage pour tout le monde, et ça je le dis pour le pouvoir comme pour l'opposition et tous les Sénégalais, c'est que nous devons à des moments donnés se dire, il faut quand même qu'on se dise qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le pays évolue, évolue favorablement. Pour vous, donc, l'état de grâce peut vous servir d'excuse, quoi. C'est ça que l'état de grâce ne vient pas de l'opposition ou d'un autre. Et c'est même un concept que je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, pour moi, nous avons été élus. Le président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes arrivés au pouvoir, il a eu 54% de l'électorat, plus. Le citoyen sénégalais qu'il a élu est encore en train de le voir, de le laisser travailler et de l'aider. La preuve, la journée d'hier, avec la mobilisation populaire, montre que cette partie de la population encore comprend et lui donne le temps de faire le travail. Pour moi, c'est le plus important. Je ne vois pas encore de raisons majeures venant de la population et autres qui disent non, vous n'êtes pas en train d'aller dans la bonne direction. Bien au contraire. Maintenant que l'opposition, que je comprends, et d'ailleurs aussi, il faut quand même être honnête, moi je veux être très très juste, beaucoup d'acteurs de l'opposition, je ne les vois pas, je ne les entends pas parler. Il y en a quelques-uns, mais quand on parle en restant quand même sur des limites acceptables, mais le pouvoir sera heureux même de les écouter quand ce sera des propositions ou des critiques constructives. Mais tout de suite, aller au front en disant des choses qui n'existent pas, en cherchant la petite bête ou bien à diffamant ou à d'autres choses, ça va dans l'intérêt de personne. Oui, c'est à dénoncer. Oui, nous allons toucher du doigt les éléments qui ont peut-être provoqué ces propos. C'est le dossier de l'activiste de l'APR qui s'appelle Bah Diakhaté, excusez-moi. Et puis, il y a cette affaire de l'affectation du général Kandé qui a valu à nos confrères du quotidien et de la tribune des convocations au niveau de la section de recherche des gendarmes, de la gendarmerie. Voilà comment se présente un peu la situation. Et sur cette base-là, vos pourfendeurs, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, peuvent vous reprocher le fait que il y a quelques mois seulement, c'est vous qui étiez dans cette posture. C'est vous qu'on accusait de vouloir déstabiliser le pays. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays. Finalement, on ne s'en sort pas. Si on s'en sort, vous savez, les termes sont importants. Quand on dit le pouvoir accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays, d'abord, j'ai dit tout de suite de quelle opposition on parle. D'une nouvelle opposition. Laquelle? Ça veut dire qu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, l'opposition, ce qu'on peut appeler opposition, si vous regardez en termes de parti politique, en termes de réalité politique, en termes de leadership, qui sont ceux qui sont en train de parler? Qui sont ceux qui sont concernés par ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que quand un citoyen sénégalais, parce qu'il dit appartenir à un parti politique, fait une sortie pour dire des choses extrêmement malheureuses sur un autre citoyen, est-ce qu'on peut être dans un pays où la justice peut dire « je veux savoir pourquoi il dit ça » et l'écouter, l'entendre ou autre? Ça, c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, on peut se dire, est-ce que la justice, après l'avoir écouté, va décider de le laisser partir ou de le retenir? Il appartiendra à la justice de décider de cela. Ce que je veux simplement dire, c'est que hier comme aujourd'hui, il y a quand même une lame de fond ou des règles
qui d'ailleurs structurent notre vivre ensemble, qui doivent nous amener tous à se dire qu'il y a quand même une limite. Si, M. Oumar Gningue, un Sénégalais peut se permettre de se lever un matin, de vous traiter de tous les noms, d'inventer des choses qui visiblement et qu'il sait manifestement, disons, fausses, est-ce qu'il faut laisser comme ça ou est-ce que, selon les règles, les procédures judiciaires, la justice doit s'en saisir? Ça, c'est la question qu'il faudra se poser et y trouver une réponse. De mon point de vue, nous devons, et ça, moi, j'ai toujours été constant sur mes démarches parce que je m'interdis en tant que citoyen. Voilà plus de 22 ans que je suis dans l'espace public. Oui. Personne ne m'a jamais entendu dire un mot sur un autre ou bien dire un mot de trop ou qu'il soit déplacé. Et c'est ce que j'attends de chaque acteur politique. Et c'est possible d'être comme ça. Mais est-ce qu'il faut accepter que quelqu'un se lève, qu'il insulte un autre, qu'il le déshonore, qu'il raconte des choses, des salissures sur lui, sachant que cet acteur-là qu'on traite de tous les noms a aussi sa famille à autre, etc. C'est une question qu'il faut se poser. Mais ça, c'est une question qu'on s'est posée hier, qu'on se pose aujourd'hui. Et voilà, c'est une question de comment on organise notre vie ensemble. C'est différent de ce que vous avez dit sur la presse. Par exemple, pour ceux qui sont concernés, les acteurs de la presse, des médias, la presse, c'est comme on dit la justice, le pouvoir ou l'opposition. Il y a de tout dedans. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Il y a du mauvais. C'est comme la justice. On va dire la justice est un tel, mais il y a des magistrats qui sont comme partout. Ouais. Alors, lorsqu'on en parle comme ça, on ne va pas dire toute la presse est comme ça. Personne ne peut le dire. Mais est-ce que Oumar Gningue, un journaliste, peut aussi se dire je suis de la presse, donc j'ai aucune limite puisque on considère que je vais être protégé par justement mon appartenance à la presse. Un journaliste est un citoyen, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Oui. Moi, je suis un partisan de la liberté de la presse, évidemment. Oui. Je suis un démocrate, je suis tout ce que vous voulez. Mais quand on dit un général dans un pays comme le nôtre, qui a été affecté légalement par un président de la République qui seul est dépositaire de cette possibilité de faire ça. On n'a pas entendu le général lui-même le dire, mais qu'une presse ou un journaliste, parce que je ne dis pas la presse, peut-être que des journalistes, d'autres organes auraient pu écrire ça, mais sans doute peut-être se sont gardés de le faire pour des raisons liées à l'éthique et à la déontologie. Si un autre dit, et il dit comme s'il avait une preuve, puisque il y a des citations et autres, dit certaines choses qui peuvent être sensibles au regard de ce que représente l'armée, est-ce que la justice, encore une fois, peut dire « je me saisis » pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il l'a dit, quelles informations il a, sans préjudice et sans préjugé de est-ce qu'ils vont le garder ou pas. Si là, on l'écoute et qu'on se rende compte qu'il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a aucune raison d'aller au-delà de l'audition et que la justice, encore une fois, décide de le laisser partir, je ne vois aucun problème à cela. Le problème serait de vouloir coûte que coûte dire on va lui fermer la bouche, même si on n'a rien contre lui. Ça, ce ne serait pas quelque chose d'acceptable. Mais dans le cas qui nous concerne, je crois qu'il y a une procédure où ils ont été entendus. C'est ça. Je ne sais pas quel est l'état du dossier. Je présume peut-être que s'ils sont repartis chez eux, c'est qu'on s'est dit finalement, il n'y a pas matière à aller plus loin. Ouais, attendons voir. De toute façon, cela aussi doit nous interroger tous, y compris la presse, le pouvoir, l'opposition et l'ensemble des Sénégalais, pour se dire quelles sont les limites qu'il nous faudra poser pour qu'aucun des acteurs ne puisse se prévaloir de quelques privilèges que ce soit, de se dire je peux dire ce que je veux et il ne m'en coûtera rien du tout. Du tout. Et ça ne permet pas d'avancer dans notre pays. Du tout, ce n'est pas d'ailleurs ce que demande le journaliste. Hein. Maintenant, on peut s'intéresser à des sujets, sensibles ou pas, mais au moins savoir que c'est son droit d'investiguer et de parler de certaines situations. Ça, c'est lié au travail de journaliste qu'on doit comprendre. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, tirant les leçons de la tension qu'on a vécue, que vous avez rappelé, peut-être une sérénité s'impose dans le débat public. C'est ça qui permettrait d'avoir une sorte de lisibilité. J'ai entendu même dans les propos du Premier ministre l'adversité à la place de l'animosité. C'est ça qui vous arrange d'ailleurs, parce que c'est jamais évident l'exercice du pouvoir. C'est différent de l'opposition. Et vous, c'est vous qui avez aujourd'hui l'intérêt d'apporter la bonne information à la population.
Oui, et ce qu'il dit effectivement, si vous regardez bien, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vécu ces dernières années, ces 5 ou 10 dernières années, même si vous voulez, ou surtout les 2 ou 3 dernières. On va encore se dire, nous étions dans une posture de résistance puisqu'il y avait une charge extrêmement forte d'un pouvoir sur l'opposition, en particulier sur notre camp, et que nous étions dans une posture de résistance. Notre pays a vécu une situation inédite. Jamais aucun acteur politique dans le passé n'avait vécu ce que nous avons vécu dans notre camp. Nous arrivons au pouvoir en se disant les Sénégalais ont au moins tranché. Et ça, c'est très important de ne pas oublier cette donne. Les Sénégalais qui ont observé, à un moment donné, ont décidé d'agir et de choisir. Ils ont dit, voilà une opposition, puisque si les Sénégalais n'étaient pas conscients et convaincus que nos droits avaient été violés, que les Sénégalais, que nous étions, nous, sans doute, nous avions raison par rapport aux autres parce qu'il fallait faire un choix politique, c'est notre camp qui a été promu, c'est de dire le discours que nous portions, disons les raisons que nous évoquions pour dire que voilà ce qui nous a été fait dans l'opposition à justifier pour les Sénégalais le choix sur nous. Ces mêmes Sénégalais sont aujourd'hui la seule balise, le seul, disons, modèle, le seul outil pour nous de mesure qui nous permet de dire jusqu'où on va aller. Et les Sénégalais sont encore en train de suivre. Et on est dans un contexte maintenant où nous déployons des politiques publiques autour desquelles nous avons appelé les Sénégalais. Évidemment, un contexte de sérénité, un contexte de stabilité, c'est le seul qui peut nous permettre de mettre en œuvre ces politiques dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et jusqu'au moment où je vous parle, ce peuple sénégalais dont j'ai parlé, qui a conscience qu'en 2 mois, on ne peut pas faire certaines choses, qui se donne le moyen de nous laisser au moins dérouler et de choisir la voie et l'orientation, puisqu'elle se clarifie, ils savent où nous voulons aller. Ils se donnent les moyens de nous suivre dans cette voie-là. Mais les Sénégalais sont les seuls aujourd'hui qui peuvent nous arrêter ou ne pas nous laisser continuer. Et leur choix, jusqu'au moment où je vous parle, c'est de nous laisser poursuivre dans cette voie. Maintenant que l'opposition ou une certaine partie décide de temps en temps de parler pour exister, on peut le comprendre. Mais le plus important pour nous, c'est que notre option étant très claire et visible, nous savons le cap est déjà tracé. Nous ferons tout. En tant que vous l'avez dit, c'est une réalité nouvelle sans doute, qui est différente d'une réalité d'opposition. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et à notre niveau faisable pour que le pays reste stable. Et rien ne viendra du pouvoir qui soit de nature à créer des difficultés sans raison, ni à l'opposition, ni à la presse, ni à quelque autre segment de la société sénégalaise. Ça n'a même pas de sens. Vous avez entendu tous les discours du président de la République où il a toujours parlé du vivre ensemble. Quand le Premier ministre, par contre, lui, il dit on va auditer, on va contrôler, on va faire ceci ou cela. Il est dans son rôle de chef d'un gouvernement. Le chef du gouvernement, mettons que le président s'occupe de la nation, du vivre ensemble et de tout ce qu'il veut, il a donné des instructions au gouvernement de s'occuper de l'État et des politiques sectorielles. Parmi ces politiques sectorielles, il y a la justice. Et quand il arrive au pouvoir, il trouve, entre autres, un rapport. Le rapport de la force, comment on appelle ça, force Covid-19, qui a été fait avant notre arrivée au pouvoir, où des magistrats, Cour des comptes et toutes les institutions du système judiciaire qui y ont travaillé jusqu'à tout ce que l'OFNAC a fait et autres, on les trouve sur la table, où des orientations claires ont été données pour dire qu'il faut des suites judiciaires. Est-ce que le Premier ministre en dit trop ou va au-delà de ses prérogatives lorsqu'il dit nous allons faire des poursuites judiciaires, nous allons contrôler, nous allons évaluer et auditer? Non, il dit nous donnerons corps à cette décision, à cette volonté qui est déjà exprimée. Et il faudra avancer dans ce sens. Donc c'est une erreur de les considérer comme des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Il a juste dit ce qu'il faut parce qu'on a trouvé sur la table. Et d'ailleurs, il faut quand même aussi se féliciter d'une chose. On aurait pu dire, OK, voilà un nouveau gouvernement qui arrive au pouvoir, qui a les leviers et qui va dérouler comme elle l'entend. Les assises de la justice sont convoquées pour donner la possibilité à l'ensemble des acteurs de dire discutons autour de la justice et co-construisons ensemble la justice que nous voulons, sans préjugés. Et les résultats qui sortiront des assises de la justice seront une matière première pour le président de la République pour donner une nouvelle impulsion. Mais ça, ce n'est pas sa décision personnelle de dire
je décide de faire. Il peut le faire, mais il a décidé de dire j'implique tout le monde pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on lui apporte des solutions et des recommandations qu'il va sans doute appliquer. Et ça, c'est aussi une ouverture généreuse pour permettre justement d'éviter qu'on pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Ce n'est pas le cas. Ou un règlement de compte Il politique. n'y a pas de règlement de compte. Moi, je suis un adepte de la reddition des comptes. Toute ma vie a été consacrée. Moi, je suis arrivé en politique presque par effraction, parce que j'étais dans la société civile, notamment dans toutes les questions liées à la gouvernance, à la lutte contre la corruption. Après l'accession du président Macky Sall au pouvoir en 2012, j'aurais pu aller au pouvoir parce que j'avais mené le combat avec eux. J'avais refusé de le faire en me positionnant presque en face d'eux. C'était pour m'assurer qu'il y aurait la reddition de comptes, parce que c'était ce sur quoi on s'était engagé. Et aujourd'hui, je ne peux qu'encourager et féliciter le Premier ministre lorsqu'il dit il y aura justement cette reddition de comptes. Mais dans les règles de l'art, comme vous l'avez toujours défendu. C'est la justice qui la fera. Ouais. Ce n'est pas le président de la République ou le Premier ministre qui enverra des gens, ou même l'IGE chez des gens, c'est la justice qui fera ça. Absolument. Maintenant, vous avez parlé des assises de la justice. Certainement, les résultats vont être livrés et publiés. Il y en a qui pensent que les problèmes sont connus. Tout à l'heure, on parlait de l'exécutif. Disons, certains sont formels. C'est la main de l'exécutif qui constitue le véritable problème de la justice. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, si on a convoqué des assises de la justice, c'est pour justement, sur une réalité, avoir un regard différent dans un contexte différent. Moi, j'ai été dans les assises nationales en 2008. Je peux vous dire qu'il y a très longtemps, il y a déjà ce diagnostic. Ensuite, beaucoup d'autres choses ont été faites autour de la justice par des acteurs de la justice ou d'autres acteurs autour de la justice. Et le pouvoir arrive dans un contexte donné, avec une nouvelle orientation politique. Mais le plus important de dire, nous voulons une approche non seulement de souveraineté, mais d'inclusion pour que ce soit les Sénégalais qui iront dans la co-construction. Il dit, réfléchissez sur la justice sans parti pris, objectivement, avec détachement pour m'apporter. Mais en ce moment-là, on attendra ces conclusions pour pouvoir dire vers quoi on tend. Mais ce qui est déjà dans le projet est très clair, c'est que, et ça ne date pas de... Les assises nationales de 2008 l'avaient dit, le gouvernement sortant l'avait aussi dit dans son diagnostic, c'est aussi dans le projet politique porté par le président Bassirou Diomaye Faye. L'exécutif, dans un système judiciaire qui ne répond pas forcément aux aspirations du peuple sénégalais, et si les mécanismes qui relient les deux institutions ne sont pas stabilisés et clarifiés, l'exécutif aura toujours beaucoup de pouvoir et de poids sur la justice. Surtout si sa volonté, c'est de l'instrumentaliser. Mais ça, ce n'est pas l'idéal. Mais vous voyez... C'est pas conforme au Sénégal que nous voulons. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que, justement, il y a cette réforme. Dans le projet politique, vous avez vu qu'il y a la volonté de réforme de la justice. Du Conseil supérieur de la magistrature, c'est déjà écrit. Mais écrire cela dans un contexte et venir dire ce que je veux, c'est ma volonté que j'ai écrite, mais je veux que dans la mise en œuvre, vous, peuple sénégalais et toutes les parties prenantes, venez réfléchir pour voir les meilleures modalités. C'est ce que le président leur a demandé. C'est d'ailleurs, ça montre qu'il a la volonté de le faire, mais ne veut pas décider seul. Quand on dit qu'il faut une cour constitutionnelle, comment l'organiser, l'agencer, quels doivent en être les acteurs et les animateurs, ça aussi c'est quelque chose qui va être réfléchi, qui est en cours de discussion. C'est vous dire qu'il a à cœur de changer le modèle, de faire en sorte de garantir l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Ça, c'est sa vision et son projet politique. Mais dans la mise en œuvre concrète, il a dit aux acteurs, venez le faire avec nous. Ça, je ne peux pas être plus ouvert et plus inclusif à mon avis, et faire en sorte justement qu'on ait la justice que nous voulons, qui soit différente de celle qui a été décriée et qui a permis tout ce qu'on a vécu ces dernières années, parce que justement, il y a eu, pas dans toute la justice, mais au sein quelques acteurs qui ont pris fait et cause pour le pouvoir qui était en place. Voilà. Finalement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, leader de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, est-ce que, au contact du pouvoir, vous pensez qu'on est sur le chemin de ce Sénégal-là que nous voulons? Oui, je n'en ai aucun doute. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné la possibilité de pouvoir aujourd'hui être de ceux qui vont réaliser ce Sénégal que nous voulons. J'ai toujours dit que je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui n'avait pas apporté quelque chose au pays parce que n'ayant pas été au pouvoir. De tout temps, j'ai considéré que tout ce que je faisais, je le faisais pour le Sénégal. Aujourd'hui, je suis à une autre station de responsabilité sur un secteur très, très important. Je rends grâce à Dieu. Je remercie M. le Président pour sa confiance
et le Premier ministre pour l'impulsion qu'il donne et la vision qu'il nous ouvre. D'accord. Et nous partageons tous, et ça c'est une donnée stable, notre conviction que ce projet est le meilleur pour le peuple sénégalais. C'est le projet de souveraineté, de refondation, qui s'adosse au panafricanisme et qui permet à tous les Sénégalais d'apporter leur contribution. Et c'est identique à ce que vous avez toujours voulu? C'est ce que nous avons toujours prôné. Notre première rencontre avec le président Ousmane Sonko date de 2015. Nous avons presque co-construit aussi, co-créé notre plateforme politique. Avenir Sénégal bi ñu bëgg, lorsqu'on lançait, le président Ousmane Sonko était dans la salle avec nous. Il a participé même à certaines de nos délibérations. Vous n'avez pas fait le choix d'aller au PASTEF? Parce que nous avons une plateforme qui n'est pas un parti politique. Il s'est dit que vous allez y aller maintenant. Alors, on parle de fusion, c'est vrai? Non, je n'ai pas encore été mis au courant d'un tel projet. Ce que je sais, c'est que nous sommes tous plusieurs acteurs, chacun sa spécificité autour d'un projet. Et c'est ça l'innovation. Si le projet politique que nous portons a été fort et résilient, ce qui lui a permis de traverser toutes ces difficultés, c'est parce que nous n'avons pas été seulement un bloc monolithique qu'il était possible de neutraliser. Nous avons créé une innovation politique pour avoir dans ce projet d'acteurs animés du même esprit, ayant à cœur d'avoir le même projet pour le Sénégal, des partis politiques, des plateformes politiques, des mouvements citoyens et d'autres, et inséparables. Quelqu'un m'a dit même que j'avais dit parfois que nous étions indissociables, ce qui est le cas, et ce qui continuera d'être le cas. Rien ne pourra dévier ou changer cette donne, cette forte conviction que c'est ensemble, quelle que soit la forme d'organisation individuelle, puisque nous avons décidé d'être ensemble et en mutualisant tout ce qu'on a pour l'intérêt du Sénégal. Merci, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Merci d'être venu. C'est moi. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, leader de Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. bokki ren yi koom-koom ñu ngi leen di nuyu waxtaan wi la ñuy dellu siwaat fi ñu ko aj ba tey rek mooy ci wàllu mbéy mi napp gi ak lépp loo xam ne nag ñu ngi meññ ci suñu réew mi kilifa yu yi ngeen xam ne ñëw nañu seen yéene yépp mooy fexe ba lii ñu naan souveraineté alimentaire maanaam suñu dund buñ ko ajati ci bateau yi ñëw buñ ko aj ci bitim réew ndax fii ñu dëkk dañoo am suuf yi fii am nañu ndox mi am nañu jant bi ingénieur yaa ngi fi gune yi yaa ngi fi ñoom it ñu gën leen a tàggat ci loo xam ne ci wàll woowu rek la jëm ndax lu mën a nekk la souveraineté alimentaire ndax bu fekkente ne gerte gaa ngi fi bu fekkente ne dugub jaa ngi fi mboq maa ngi fi pomme de terre yeeg salade ak sobleeg yeneen ak yeneen loolu lépp am nañ ko te ñu gis sax ne mburu li ñu ci